Christophe Olichon, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous sur Jeux en Triangle pour répondre à nos questions. Vous êtes l'ex-entraîneur des gardiens de Rennes, de Chelsea entre autres. Aujourd'hui, vous avez pris un peu plus de hauteur dans le club de Chelsea puisque vous êtes responsable du département gardien chez les Blues, donc avec un rôle un peu plus global. Alors d'abord, comment est-ce que vous allez? Chelsea va très bien ces derniers mois. Edouard Mendy, ça fonctionne aussi plutôt bien, dont vous êtes l'un des artisans de la venue dans le club londonien. Donc j'imagine que pour vous, ça va pas mal aussi du côté sportif. Oui, c'est vrai que le club se porte très bien, les résultats sont positifs. C'est pas toujours facile de se stabiliser au plus haut niveau, même si Chelsea y est habitué quelque part depuis le début des années 2000. Et puis au niveau des gardiens de but, nous avons un pôle gardien de but qui fonctionne bien, à la fois chez les professionnels et aussi au niveau de la formation, où certains de ceux qui sortent de notre formation sont prêtés dans des clubs à l'étranger et en Angleterre. Et il faut reconnaître que ça se passe assez bien. Eh ben, on vous souhaite que ça continue, bien évidemment. On va rentrer plus spécifiquement dans cet épisode 22 de Jeux en Triangle, qui est donc consacré à trois des gardiens les plus marquants du 21e siècle, à deux époques un petit peu distinctes. On a choisi Gianluigi Buffon, Iker Casillas, et puis un petit peu plus récemment Manuel Neuer. Et comme de coutume, dans le jeu en triangle, je vais commencer par vous demander un souvenir ou un moment fort, bref, quelque chose qui vous a marqué sur l'un de ces trois gardiens, une anecdote, quelque chose que vous retenez sur l'un de ces trois gardiens. Alors, s'il y en a un que je retiens particulièrement, c'est peut-être Manuel Neuer, parce qu'on a eu l'occasion de jouer une finale de Ligue des Champions en 2012 sur son terrain, une finale que nous avons gagnée. Et beaucoup de gens s'en souviennent, notamment au penalty. Donc, les deux gardiens étaient extrêmement concernés par l'issue du match, à la fois Petr Cech et à la fois Manuel Neuer. J'avais tenté d'analyser la routine d'action, de mise en action de Neuer sur les séances de penalty. J'avais vu quelque chose, malheureusement, je ne pourrais pas vous en parler parce que j'ai l'interdiction de le faire. Euh, mais c'était un magnifique duel de gardiens, deux monstres, et on a fini par l'emporter. Et Manuel Neuer, il y a une anecdote qui est très importante, c'est que Manuel Neuer avait eu le courage de pallier à une certaine forme d'absence de volontaire dans l'équipe allemande pour tirer les pénaltys. Oui, il l'avait très bien Et fait d'ailleurs. voilà, il avait marqué, même si Petr était parti du bon côté. Mais lui, en tant qu'un des leaders de l'équipe, avait tiré. Et c'était le seul joueur que je n'avais pas pu analyser parmi les tireurs de penalty. Euh, donc, on s'était basé sur autre chose. On avait envisagé, mais on n'avait pas d'image de Manuel Neuer. Voilà, donc c'était un petit peu l'anecdote et elle est d'autant plus positive qu'on a fini par l'emporter, cette fameuse Ligue des Champions. Bien sûr, très beau titre en 2012. On va élargir un petit peu. Question très simple, très ouverte. Est-ce que vous pouvez me citer, selon vous, alors vous avez même le droit d'en citer plusieurs, évidemment, les principales qualités chez Buffon, Casillas, Neuer? Alors, d'abord, ce sont trois écoles différentes. On a d'une part l'école espagnole, l'école italienne et l'école allemande. Si on commence par Casillas, Iker Casillas ne correspond pas trop à l'école espagnole d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le gardien de but espagnol est formé presque autant comme un joueur de champ que comme un gardien de but. C'est un peu la conséquence de l'influence du Barça et notamment de Pep Guardiola. Casillas avait plus un rôle dans son but, mais il avait cette capacité à être d'un calme exceptionnel dans n'importe quelle situation. Son placement n'était peut-être pas toujours judicieux, mais son calme lui permettait de compenser. Il était assez désarçonnant pour l'adversaire. Je me souviens d'arrêts décisifs en finale de grande compétition, et Dieu sait s'il en a gagné. Et à ce niveau-là, il générait de la sérénité au niveau de son équipe. Et ça, c'est un atout majeur. Même si on ne fait pas 1m80, plus d'1m95, comme je les aime, les gardiens en général, je reconnais qu'à ce niveau-là, Iker a été vraiment exceptionnel, même s'il avait des manques dans le domaine aérien, même s'il avait des manques peut-être dans le jeu au pied, mais il avait d'une part le sens du ballon, et il avait une espèce de sens du ballon. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bien Il sûr. attirait un peu les ballons, Casillas. Et ça, c'est remarquable.
Si l'on parle de Buffon, alors c'est l'un des monstres à ce poste, hein, à la fois par sa longévité et à la fois aussi par une. Et c'est ce qu'on va retrouver finalement chez ces trois gardiens et peut-être chez un ou deux autres dont on ne parlera pas aujourd'hui. C'est ce calme, cette faculté de faire en sorte que la pression glisse sur vous. Et Buffon, issu de l'école italienne, lui par contre, n'est pas un gardien qui jouait très haut, n'est pas un gardien. En plus, il a joué sur un panel de temps très important. Donc, il a commencé quand les gardiens étaient vraiment des gardiens du but, comme je les appelle, et il a fini sa carrière, ou il est en train de la finir, comme à l'époque où les gardiens sont plus appelés à sortir de leur fameux 5,50. Il s'y est adapté un petit peu, bon, sans sortir trop de ses prérogatives initiales. Mais il avait dans la mesure où les équipes italiennes jouent assez bas quand elles sont dominées, il n'avait pas beaucoup d'espace pour sortir de ces fameuses 5,50. Et par contre, sur sa ligne, c'était monstrueux. Voilà, Gianluca Buffon, il a aussi ce sens du ballon, cette capacité à prendre de la place. Il est plus grand que Iker Casillas. Donc, il a optimisé à 150% ce qu'il savait faire. Et puis devant lui, en général, il y avait quand même au moins une paire de monstres. Et j'ai toujours ces images, soit grâce à un arrêt de Buffon, soit grâce à un tacle très agressif de l'un de ses défenseurs centraux. C'est comme s'ils avaient marqué un but. Mais par contre, eux, ils n'en ont pas marqué, ils ont évité. Et il y avait cette forme de communion défensive, notamment à la Juve, hein, parce que c'est là où Buffon a véritablement éclaté après son club formateur. Dans le jeu aérien, il n'était pas très présent non plus, mais après, il avait des monstres devant lui qui, en général, nettoyaient la surface de réparation. Donc, ce garçon, avec une aura là aussi exceptionnelle, a beaucoup influencé le football italien à travers l'équipe nationale et bien sûr la Juventus. Si on parle de Neuer, alors là, c'est un autre type. L'école allemande a vraiment bien évolué au début des années 2000. Et il y a un garçon qui a fortement influencé Manuel Neuer, c'est Pep Guardiola. Et tout le monde en a profité. Forcément, le Bayern et bien sûr la sélection nationale. On se rappellera tout le temps le fameux match contre l'Algérie où Neuer jouait quasiment à libéraux, mais parce que l'équipe d'Algérie jouait extrêmement bas, ne voulait procéder que par contre. Et Neuer, avec tout ce qui lui était demandé au Bayern, était parfaitement dans le style de jeu que devait produire ce jour-là la sélection allemande. Donc vous savez, Pep Guardiola, il a influencé Valdés, qui était un bon gardien sans être un gardien exceptionnel, mais il est devenu un très bon gardien pour le style du Barça. Pep Guardiola, il a influencé Manuel Neuer, qui a complété son panel de qualité grâce à une prise de conscience de l'espace qu'il pouvait occuper. Et puis Pep Guardiola, il influence aussi Ederson à Manchester City. Donc on voit le rôle important de ce coach parce que ça correspond, il recherche des gardiens dans ce style-là. Donc il les entraîne dans ce style-là. Alors ils sont bien sûr, Neuer a une palette technique extrêmement complète. Au pied, il est très très confiant. Et en plus, quand vous avez à la fois, vraisemblablement, je ne connais pas les entraîneurs de gardiens qui a eu Neuer au Bayern. Et quand vous avez un coach qui, même si vous faites une erreur, vous enlève la pression en vous disant que c'est lui, le coach, qui est responsable si vous faites une erreur dans vos relances, vous êtes dans un contexte fantastique. Hein. Alors Manuel Neuer est un garçon intelligent, c'est quelqu'un qui est serein, c'est quelqu'un qui rassure, c'est quelqu'un qui a le sens du jeu, qui a le sens de l'anticipation. Donc c'est un autre style de gardien. Donc finalement, parmi ces trois gardiens, tous à travers leur style, adaptés à l'époque où ils ont joué, ils ont été prépondérants. Et du coup, si vous deviez en faire, je sais que c'est compliqué, nous on se prête à ce jeu-là, si vous deviez en faire un classement, choisir votre titulaire, votre remplacement et puis malheureusement un placardisé. C'est un blasphème vu les joueurs dont on parle, mais bon. Je dirais que les placardisés, ils ne sont pas dans votre triangle. Exactement, on n'en parle pas aujourd'hui. D'accord, on ne va pas en parler aujourd'hui, donc je vais éviter de nommer des noms, de citer des noms. Alors celui qui correspond le plus à l'idée que je me fais du poste de gardien, c'est bien sûr Manuel Neuer. Parce que son influence sur le jeu est énorme. C'est le 11e joueur de l'équipe. Donc, quand vos collègues et même les entraîneurs présentent des animations, des organisations en 4-2-2, 4-3-3, 4-5-2, on oublie toujours le premier. Mais c'est psychologiquement, c'est extrêmement frustrant. C'est-à-dire qu'on joue sans gardien de but, en gros. Ouais.
D'accord? Et là, Manuel Neuer trouve tout à fait sa place, parce qu'à la rigueur, on pourrait presque dire qu'il est un numéro 1, presque collé à la charnière centrale, ou s'il joue à 3, il est celui qui est le libéraux des 3. Le deuxième, c'est là que c'est plus compliqué pour moi. Le deuxième, euh, je vais vous dire Buffon, parce qu'il faut en nommer un, mais l'écart, dans l'appréciation de leur performance et de leur palmarès, je me suis amusé à calculer le nombre de titres. Les deux plus titrés, eh ben, je pense que c'est Neuer et Buffon avec 28 titres. Et je ne compte pas le titre de série B de Buffon. Ouais. Par contre, je compte le trophée des champions en France. Et Casillas a 21 titres, toutes compétitions confondues, équipe nationale et club. C'est gigantesque, c'est absolument gigantesque. Donc, je mettrais Buffon en numéro 2 parce qu'il est plus grand que Casillas. Je vais tomber dans l'absurdité. Il est 1m91. Et puis, il avait une aura, puis une longévité qui sort un petit peu de l'ordinaire. Et le troisième, ce n'est pas un placardisé, c'est Casillas, mais grand respect à lui avec tout ce qu'il a fait au Real, à travers d'ailleurs tous les épisodes qu'a rencontré le Real. Il y a eu un seul épisode un petit peu plus noir pour lui, c'est lors d'un entraîneur portugais. Mais ça peut arriver dans une carrière. Justement, on parlait de Casillas et vous m'avez un petit peu parlé de taille. Est-ce qu'aujourd'hui, Casillas, Iker Casillas, il avait 20 ans aujourd'hui, ça pourrait être envisageable de le voir faire une carrière dans un top club comme le Real Madrid. Autrement dit, est-ce que c'est encore possible aujourd'hui quand on fait moins d'1m90? Je sais que c'est une question qu'on vous pose très souvent, une question un petit peu bateau, mais est-ce que c'est encore possible de percer au très haut niveau avec une taille considérée comme petite pour un gardien? Ma première réponse sera qu'on peut être joueur professionnel, gardien de but professionnel en mesurant moins de 1m90. Ça, c'est évident. Maintenant, pour jouer où? Dans un top. Si c'est pour jouer en Angleterre, par exemple, ça va être extrêmement compliqué. Il y a quelque chose qui est purement mathématique. Si vous êtes grand et que vous êtes explosif, et vous avez quand même plus de chances de couvrir plus d'espace. D'accord? Je rappelle toujours le même exemple. Les gardiens de hockey sur glace, la moyenne de taille des gardiens de hockey sur glace a gagné 5 cm en moins de 6 ans. Et pourtant, leur but, lui, est très petit. Mais vous savez, avec l'armure qu'ils ont autour d'eux, ils prennent plus de place. Donc, il y a une question de logique. Maintenant, la taille, si vous me proposez un gardien qui fait 1m95, qui est lent et qui ne comprend rien au jeu, je préfère Casillas, bien évidemment. Donc, j'ai envie de vous répondre que ce sera plus compliqué. Voilà. Maintenant, Casillas, il y a quelque chose de particulier à sa carrière. C'est qu'il a commencé au Real, alors même s'il a fini à Porto, il a quasiment fini au Real. Donc, il est issu de l'école madrilène. Donc, et ça, c'est encore plus compliqué, parce qu'en général, pour sortir d'un centre de formation en tant que gardien, vous savez, on fait souvent appel à des gens qui viennent de l'extérieur, plutôt parfois que de porter son attention sur quelqu'un qui vient de votre centre de formation. Donc, Casillas, il a fait toute sa carrière. Là. Donc, les gens l'ont vu évoluer. Il a profité d'opportunités pour prendre la place de numéro 1, mais il l'a fait. Ça me rappelle un certain Landreau à Nantes qui était 4e et qui est devenu numéro 1, par exemple. Donc, aujourd'hui, pour Iker Casillas, oui, ce serait plus compliqué, mais peut-être pas totalement impossible en Espagne. D'accord. On a parlé de la taille, il y a aussi le jeu au pied, aspect qu'on a aussi évoqué notamment avec Manuel Neuer. Est-ce qu'on place le curseur au même endroit? C'est-à-dire est-ce que c'est aussi important aujourd'hui dans la recherche ou même dans la formation d'un gardien de but? La formation, on ne forme pas un gardien à faire 1m95 évidemment, mais est-ce que c'est aussi important d'être bon au pied que d'avoir un physique relativement imposant quand on est gardien de but aujourd'hui? Mais c'est même, oui, je vais vous dire, c'est fondamental. Mais être bon au pied, avant d'être bon au pied, il faut comprendre le jeu. Parce que si vous êtes bon avec les pieds et que vous ne comprenez rien au jeu, ça va être compliqué. Et que veut dire bon au pied? Bon au pied, ça veut dire déjà comprendre le jeu, comme je l'ai dit tout à l'heure, et puis surtout avoir cette capacité à résister à la pression. Parce qu'un ballon à 40 mètres, pour la déposer sur la poitrine de vos partenaires, si vous n'avez pas de pression, j'ai la prétention de dire que je peux le faire moi aussi encore aujourd'hui. Mais dans un match, avec la pression, avec une équipe qui va jouer très très haut, là c'est autre chose. Ça veut dire que vous avez la capacité à lire avant de recevoir, de faire le choix. Et puis tout dépendra aussi de ce que vous demande l'entraîneur. Vous avez des clubs où on demande aux gardiens de jouer long. Et là, tout le monde peut frapper à ce niveau-là. Quand on est professionnel, on peut jouer long.
Il n'y a pas de problème. Donc, être bon au pied, c'est être bon quand le ballon est en mouvement, c'est être bon par rapport à ce que demande l'entraîneur. Entre ce que demande un Pep Guardiola, et je ne nommerai pas d'entraîneur qui demande à jouer que du long, mais en Angleterre, vous en avez quelques-uns, et Dieu sait si je vois des matchs à la fois de Championship et de League One, des fois, vous êtes à la limite du torticolis quand même. Hein. Vous jouez entre l'aéroport de Gatwick et celui d'Heathrow. Hein. Donc, être bon au pied, c'est savoir s'adapter à toutes les circonstances et d'avoir cette capacité, ce rapport avec le ballon qui vous permettra à la fois de jouer long quand c'est nécessaire, de jouer court dès lors que vous aurez pris l'information. Donc, être bon au pied aujourd'hui, oui, c'est pour ça que j'insiste beaucoup pour que les gardiens, lors des entraînements, soient mêlés aux entraînements collectifs dans les jeux de conservation, parce que c'est le meilleur moyen pour les gardiens de savoir utiliser le ballon, de prendre les informations. Et il y a encore beaucoup de résistance dans les entraîneurs, dans les coachs d'équipe pour cela. Parce qu'on a toujours l'impression que le gardien, c'est le moins bon de l'équipe au niveau des pieds. Ouais. Bah, vous avez bien fait de me reprendre justement parce qu'effectivement, la notion de jeu au pied, c'est un peu un fourre-tout, c'est un peu la notion qu'on utilise à tout va aujourd'hui sans être suffisamment précis. Donc on va parler effectivement plus de compréhension du jeu, de lecture, d'intelligence tactique aussi chez les gardiens. Est-ce que cet aspect-là, il a une part plus importante dans les séances d'entraînement? Parce qu'on parle souvent de ce qui se passe en match, mais nous, on ne voit pas ce qui se passe à l'entraînement, évidemment. Est-ce que c'est un aspect sur lequel, j'imagine, en fait, qu'on insiste de plus en plus la semaine à l'entraînement? Ça rejoint, votre question vient à la suite de la remarque que je faisais auparavant. Il y a la partie spécifique chez les gardiens, bien sûr, qui est très importante parce qu'il nous faut, comme le pianiste, faire nos gammes tous les jours, que ce soit dans les prises de balle au sol, dans les déplacements et interventions latérales. Mais ça, ce n'est que le millième de seconde de la fin de la réaction du gardien. Avant, il y a toute cette capacité à lire. On revient encore à la lecture de jeu, à la compréhension, à l'influence que l'on peut avoir à la fois sur l'adversaire et sur ses partenaires. Pourquoi? Il y a un seul but. J'ai l'habitude de dire aux gardiens, votre objectif, c'est de ne pas toucher un seul ballon. Ce qui pourrait paraître stupide, parce que s'ils sont gardiens, c'est qu'ils aiment le toucher, qu'ils aiment plonger. Mais quand on devient professionnel, on est là pour gagner, pour être efficace. Et bien sûr, prendre du plaisir. Donc, ne pas toucher un ballon, ça veut dire quoi? Ça veut dire anticiper, gérer les espaces dans le dos de sa défense et essayer d'avoir le placement le plus approprié possible pour pouvoir agir si c'est nécessaire. Donc ça, on le fait pas. Nous, on peut le faire un petit peu quand on est entre gardiens, quand on est avec nos 3 gardiens sur le terrain, avant la séance des joueurs ou au début de la séance des joueurs. Mais le meilleur, la partie la plus importante de l'entraînement des gardiens, c'est avec le collectif. Et là, le rôle des entraîneurs de gardiens est important, puisque plutôt que de se croiser les bras sur le bord du terrain, on doit être à côté du but ou derrière le but, pour suggérer, pour corriger, pour susciter. Ça, c'est très important. Et puis, je vous parlais tout à l'heure de ces fameux jeux de conservation. Moi, j'ai eu la chance à Chelsea d'avoir quasiment tous les entraîneurs qui acceptaient, qui allaient dans le sens de mes requêtes, qui étaient de faire jouer, si possible, de faire une rotation de nos gardiens sur les jeux de fin d'entraînement, par exemple, de mettre un gardien comme joueur libre. S'il y avait une égalité numérique parfaite au niveau des joueurs, c'est de mettre un gardien comme joueur libre ou de faire en sorte que le gardien complète, s'il y avait un blessé, s'il y avait quoi que ce soit, qu'un gardien complète. Et là, je ne vois pas aujourd'hui d'alternative pour mieux s'insérer dans le jeu, pour mieux le comprendre. À la fois en jouant comme plutôt défenseur, pourquoi pas jouer comme attaquant quand c'est possible pour mieux sentir ce que peut faire un attaquant. Donc l'évolution, elle est là. On doit absolument insister, nous les entraîneurs de gardiens, auprès de nos coachs, pour que les gardiens, c'est la partie, je dirais que le spécifique, c'est un quart de l'entraînement du gardien. C'est pas grand-chose, d'accord? Bien sûr, on a des choses à faire sur le plan physique qui sont extrêmement spécifiques, que ce soit en début de saison, en pré-saison ou pendant la saison. Mais pendant la saison, il faut absolument que nous passions du temps avec les joueurs. C'est indispensable. Vous m'avez parlé de la relation évidemment entre l'entraîneur des gardiens et l'entraîneur général, on va dire. Vous en avez croisé des prestigieux, évidemment, on va tous les citer, mais Ancelotti, José Mourinho, pour ne citer que, Maurizio Sarri. Est-ce qu'il y en a, vous m'avez parlé des entraîneurs qui, pour la grande majorité, acceptaient vos requêtes. Est-ce qu'il y en a qui avaient une fibre un peu plus développée que les autres pour justement mettre l'accent un peu plus sur les gardiens? Est-ce que vous avez croisé des entraîneurs ou même des staffs, d'ailleurs, plus complets, qui mettait cet accent-là sur le gardien? Alors, oui, celui qui avait le plus ce sens-là, il n'était pas à Chelsea, il était à Nantes, c'était Jean-Claude Sodo. Ouais.
Jean-Claude Chaudeau, déjà, on était très en avance, nous, hein. À l'époque, c'est pas un hasard non plus si Michael Landreau avait un jeu au pied fantastique, par exemple, hein. Que ce soit la formation. Au niveau des clubs que j'ai fait après, il n'y en a pas beaucoup, il y a Rennes et Chelsea. Je dirais que Carlo Ancelotti était extrêmement ouvert à la discussion. Et déjà, lui qui venait d'Italie, donc par rapport à ce que je vous ai dit au départ, il était très très soucieux de comprendre pourquoi, avec Petre, on essayait de jouer le plus haut possible, que ce soit dans le jeu ou sur les coups de pied arrêtés. Un garçon comme Rafael Benitez voulait comprendre aussi, très ouvert, très intéressant, un grand connaisseur de football. Ouais, un garçon comme Villas-Boas aussi, oui, il y avait je vous dis, la plupart des entraîneurs, à part un, je ne peux pas le citer, parce qu'après ça va partir dans tous les sens. À part un, je pense qu'il a été surpris par le football anglais, mais il est venu qu'une fois. C'était un peu plus compliqué de lui expliquer, mais les autres étaient assez ouverts et comprenaient pourquoi j'avais des requêtes dans tout ce que nous avons dit tout à l'heure. Donc ça c'est bien, mais il faut aussi insister parce que parfois vous avez les portes qui ne s'ouvrent pas forcément. Le gars, vous savez, l'entraîneur des gardiens, il n'est pas toujours considéré comme un entraîneur de foot, hein, comme le gardien de but n'est pas considéré comme un joueur de foot, hein. C'est en train d'évoluer avec les nouvelles générations d'entraîneurs, et heureusement. Et puis il faut savoir insister et puis argumenter pour montrer qu'il y a vraiment un intérêt pour le collectif d'avoir un gardien qui soit joueur, pardon, et qui comprenne le jeu, c'est indispensable. Le gardien n'est pas un pompier de service. D'accord. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a, avec l'évolution des gardiens, peut-être que le grand public, ou en tout cas, voilà, vu de l'extérieur, j'ai l'impression qu'on regarde un petit peu plus quand même les gardiens maintenant. On les laisse un peu moins de côté que ce qui pouvait être le cas avant, parce qu'on voilà, on a des choses évidemment qui nous intriguent. On parlait de Pep Guardiola, ce qu'il demande à ses gardiens depuis très longtemps. Est-ce que vous avez l'impression quand même que le gardien est considéré autrement aujourd'hui? Ça commence. C'est encore un peu timide, mais l'influence de Pep Guardiola, elle est gigantesque à ce niveau-là. Gigantesque. Mais quand vous regardez un match à la télé, malheureusement, le gardien, vous voyez que lorsqu'il y a un petit peu le feu dans sa moitié, c'est ce que je dis à mes copains journalistes sur la chaîne où je suis consultant parfois. On a beaucoup de discussions là-dessus et ils ont pris du plaisir à parler des gardiens et peut-être à changer un petit peu leur vision. Mais je ne peux pas demander à des collègues de regarder à l'opposé d'où est le ballon pour savoir si le gardien il est bien placé, il est prêt à gérer l'espace alors que le jeu il est dans la moitié adverse. C'est compliqué. Mais par contre, sur des situations de contre-attaque, même sur des offensives construites, sur des attaques construites, on peut voir le rôle du gardien. Il y a des gardiens aujourd'hui à regarder. Même jeunes gardiens, je pense au jeune Ilan Mélier à Leeds, par exemple, qui joue dans une équipe qui est extrêmement open parfois, hein, qui peut se faire Félicité, rapidement ouais. prendre en contre-attaque. Et Ilan, il est absolument remarquable dans sa capacité à gérer les espaces dans le dos de sa défense. Et ça commence à se voir. Du moins, si on suscite cette sensibilité-là chez les journalistes et donc a fortiori par les commentaires vers les spectateurs, peut-être qu'on va réussir enfin à faire considérer le gardien comme simplement un mec qui est un pompier de service et qui fait l'arrêt en pleine lucarne. Malheureusement, je crois qu'aujourd'hui, on ne juge les gardiens que sur les arrêts qu'ils font, alors que, pas toujours, bien sûr, mais souvent, il y a des arrêts à éviter si on a su comprendre ce qui pouvait se passer et si on l'a anticipé. Mais ça, c'est pas visuel. Et c'est ça la Oui. problématique d'aujourd'hui, c'est qu'on est dans une société de l'image, du spectaculaire, et malheureusement, ça va dans le sens opposé de ce qu'on est censé, enfin, en tout cas ce que je demande, et j'ai quelques collègues qui le demandent aussi, ce qu'on demande aux gardiens. Mais il C'est y a vrai une que c'est évolution. c'est vrai que c'est difficile de voir de l'extérieur les arrêts qu'un gardien peut éviter. Par contre, ce qui est un peu plus visible, c'est l'impact grandissant, en tout cas c'est mon avis, que les gardiens ont sur la cohérence d'un collectif, en fait, du comportement collectif d'une équipe. Ça, j'ai l'impression que c'est quand même très grandissant. Je ne pense pas que vous me contredisiez là-dessus. Non, non, tout à fait. Et que ce soit sur l'aspect défensif ou offensif. Bon, de toute façon, on sait très bien que quand on défend bien, on attaque bien. Mais quand on voit quand on voit aujourd'hui, c'est pas vrai partout, hein, parce qu'il y a des entraîneurs qui ne sont pas dans ce registre-là. Mais quand on voit aujourd'hui la, comment dirais-je, les joueurs n'hésitent quasiment plus à faire une passe en retrait à leur gardien, par exemple, parce qu'ils savent qu'il a les moyens techniques
au moins de contrôler et de dégager. Mais aujourd'hui, dans beaucoup d'équipes, on essaye de jouer court, on essaye de repartir de derrière. Et souvent, le gardien est le meilleur soutien qui soit. Parce que ce n'est pas la personne qui est pressée immédiatement. Le pressing peut venir, mais il n'est pas pressé immédiatement. Et donc, les passes en retrait, avant, on pouvait les prendre à la main. C'était la grande évolution aussi qui a commencé à modifier un petit peu le jeu du gardien. Maintenant, le gardien doit jouer et ne doit jouer qu'avec les pieds. Et donc, il est obligé de prendre des ballons, parfois des ballons entre guillemets merdiques. Il va falloir contrôler un ballon qui rebondit. Et en même temps, il doit avoir un œil sur le ballon et un œil sur la personne qui est censée venir le presser. Donc ça, c'est une évolution très, très forte. Et je vais encore me répéter, mais je dis toujours que le gardien de but est un joueur de foot qui a le droit d'utiliser ses mains. Mais c'est avant tout un joueur de foot. Et j'ai moi-même fait l'erreur il y a. Alors ça va pas moi, ça va pas me rajeunir, mais j'ai fait l'erreur il y a 25-30 ans, pour vous dire, de dire que le gardien était un joueur spécial, etc. Oui, c'est un peu un joueur spécial, mais c'est tout d'abord un joueur de foot. Arrêtons de dire que le gardien, alors, il n'est pas fêlé. Il y a beaucoup qui disent ça. Le gardien de but est un garçon d'une très très grande lucidité, mais avec un sens du devoir et un peu du sacrifice, parce qu'il y a des situations qui nécessitent d'y aller quand même. Mais ce ne sont pas des fêlés. Ce ne sont pas des fêlés, parce que quand on est fêlé, on n'a pas la lucidité. Si on n'a pas la lucidité, on ne peut pas être gardien de but. D'accord ? Donc c'est un poste très complet. Je vais forcément vous dire que du bien de ce poste et essayer de vous faire comprendre la responsabilité, mais elle est vraiment très très forte. Très très forte. Et aujourd'hui, la responsabilité du gardien est importante, très importante, défensivement évidemment, mais offensivement aussi. Pour conclure, vous parliez que c'était un poste complet. C'est peut-être en première ligue qu'on demande au gardien d'être le plus complet, puisqu'il y a la question de l'impact et du physique qui est évidemment plus importante que dans d'autres championnats. On a parlé aujourd'hui de 3 gardiens, Buffon, Casillas, Neuer, qui n'ont pas goûté à la première ligue, ou pas encore. La carrière de Neuer n'est pas terminée. Est-ce que dans l'appréciation de la carrière d'un gardien, quand on veut classer les tout meilleurs de l'histoire, est-ce que quand même le fait de ne pas avoir joué en première ligue ou d'y jouer, on se dit, est-ce qu'on peut vraiment le classer tout en haut alors qu'il n'a pas testé la première ligue? Est-ce que vous, par exemple, dans le trio qu'on a choisi aujourd'hui, vous auriez mis d'autres gardiens qui sont passés par la première ligue que vous auriez préféré vous mettre dans ce trio-là? Alors, je vais essayer d'être objectif. La première ligue, c'est un test extraordinaire. J'aurais adoré voir Buffon et Neuer en première ligue, parce que c'est une machine à laver les gardiens, la première ligue. La protection des arbitres est moindre, l'intensité est énorme, mais il ne faut pas non plus penser que les autres championnats, le championnat allemand, le championnat espagnol, les championnats italiens, qui sont des championnats différents, où il y a de l'engagement aussi, mais c'est différent. Et vraiment, je crois que celui qui tire son épingle du jeu en première ligue, et il n'y en a pas beaucoup, il peut jouer n'importe où. Je ne suis pas sûr que celui qui est dans le top classement des gardiens dans un autre pays peut jouer en première ligue. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Bien sûr. Un Alisson, un Ederson, un Tchèque quand il jouait, un Mendy, ils peuvent jouer partout. Ils peuvent jouer en Allemagne, ils peuvent jouer en Espagne, ils peuvent jouer au Portugal, ils peuvent jouer en France, ils peuvent jouer en Italie, ils peuvent jouer absolument partout. Voilà. Je ne suis pas sûr que de l'autre côté, on puisse venir en Angleterre et avoir de bons espoirs de réussir et d'être l'un des meilleurs gardiens de la Première Ligue. Je ne suis pas sûr. Et puis en plus, dans la Première Ligue, vous avez des gardiens qui sont extrêmement sollicités et vous avez les gardiens qui jouent dans les grands clubs. Ederson, Alisson, Mendy, Tchèque avant. Ces garçons-là, ils sont peut-être sollicités 1 fois, 2 fois, 3 fois. Par contre, il faut qu'ils soient là, parce que même si vous menez 3-0 à la 80e minute, vous allez avoir en face des lions, des tigres, des mecs qui vont rugir pour essayer au moins de vous planter un but. Alors vous allez me dire, c'est sans doute pareil dans tous les pays du monde, dans tous les pays, les grands championnats européens. Mais moi, j'ai vu des trucs en 10 ans avec l'équipe première de Chelsea, des trucs ahurissants. Vous menez 4-0, vous dites, bon, c'est bon, on va commencer à récupérer, on va faire rentrer des joueurs. Et vous finissez à 4-3 contre peut-être Blackpool ou Blackburn. Ouais. Et vous finissez à 4-3, il reste 8 minutes. Eh bien, les 8 dernières minutes, je peux vous assurer que vous n'êtes pas bien. Pas bien, parce que ça balance. Mais ça balance bien. Ça balance très bien. Et ils vous mettent une pression dans la surface. Heureusement que vous avez des défenseurs centraux comme Terry, et puis un gardien comme Tchèque pour essayer de laver un peu ce qui arrive chez vous. Parce que sinon, vous êtes vraiment sous la menace. Et je ne sais pas si tous les gardiens peuvent gérer ce type de situation.
Voilà. Il n'y a pas que ça. Il y a la vitesse aussi. Il y a beaucoup de vitesse. Mais il ne faut pas réduire les autres championnats à quelque chose qui est moins. Attention, hein, je veux pas. Mais je rêverais d'avoir tous les très bons qui sont dans d'autres pays de venir en Angleterre. Qu'est-ce que ce serait bien. Sûr. On se régalerait encore plus, c'est sûr. Ouais. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Christophe Lolichon, d'avoir été avec nous dans cet épisode 22 de Jeux en Triangle. À bientôt peut-être. Amis abonnés, n'hésitez pas à évidemment partager cette vidéo, à mettre un petit pouce, ça nous aidera grandement. Et puis évidemment, écoutez l'épisode 22 qui sera publié sur toutes les plateformes de podcast. On vous dit à très vite. Merci encore à vous, Christophe, et très bonne deuxième partie de saison avec les Blues. Merci, au revoir. Au revoir.